Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Michel Sapin, ancien ministre délégué à la justice, ancien ministre de la fonction publique, ancien ministre du Travail, ancien ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, bonjour. Je vous prie tout d'abord d'excuser le retard de notre commission lié à un incident de dernière minute sur lequel nous avons dû statuer et nous pouvons commencer maintenant nos travaux. Je vous remercie évidemment d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir dégagé le temps nécessaire à répondre à nos questions et aussi à partager votre expérience et aussi le sens d'un certain nombre de décisions et de lois que vous avez décidées et mises en place. Si nous avons souhaité, Monsieur le Ministre, bénéficier de votre analyse et de votre expérience, c'est d'abord parce que votre nom est associé, c'est suffisamment rare pour être souligné, à deux lois qui ont structuré le paysage juridique, réglementaire et administratif français en matière de lutte contre la corruption. Tout d'abord, la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, puis 23 ans après, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ces deux lois étant bien nommées la loi SAPA 1 et la loi SAPA 2. Nous serons donc très heureux de vous entendre sur la genèse de ces deux textes. Qu'est-ce qui vous a motivé de les présenter au Parlement, de les faire adopter, comment vous avez travaillé sur ces textes, mais aussi comment vous évaluez la mise en œuvre a posteriori, pendant que vous étiez encore ministre, puis a posteriori de ces textes, et si vous estimez que leur efficacité est avérée, ou si nous pouvons, dans le cadre de nos travaux parlementaires, proposer des voies d'amélioration, des compléments, ou tout voies et moyens qui permettent de lutter de toute façon toujours plus efficacement contre les procédures de corruption. Vous savez, Monsieur le ministre, que cette commission d'enquête parlementaire a pour but d'identifier et de comprendre les phénomènes d'ingérence, les menaces ou les ingérences avérées dans différentes formes d'influence sur notre démocratie, sur les décideurs publics et privés. Donc évidemment, le moyen de la corruption reste, sous ses diverses formes, le moyen privilégié pour parvenir aux méfaits des puissances étrangères qui veulent attenter à notre démocratie. Cette audition, Monsieur le ministre, et comme vous le savez, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Cette audition est naturellement ouverte à la presse. Vous aurez, Monsieur le ministre, la parole pour une intervention liminaire d'une quinzaine de minutes qui vous permettent d'exposer les sujets que j'ai évoqués en introduction. Puis nous poursuivrons nos échanges avec les questions de votre serviteur, de Madame la rapporteure et des commissaires présents. Je vous rappelle, Monsieur le ministre, selon l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par une commission d'enquête parlementaire doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, Monsieur le ministre, je vous invite à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie et je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Merci infiniment, Monsieur le Président, Madame et Messieurs. Vous souhaitez que je vous parle de la lutte contre la corruption. Et le tout en lien avec l'influence que pourrait avoir, si je comprends bien le titre même de votre commission, une puissance étrangère sur des décisions prises, en particulier par des collectivités ou des personnes ayant des responsabilités publiques. Ce qui est un angle très précis, mais qui ne résume pas tout le débat que nous avons pu avoir et tout le champ de la lutte contre la corruption. Je pense en particulier, puisque c'est la caractéristique, j'y reviendrai, de la loi dite Sapin 2, la corruption d'agents publics étrangers à l'étranger, qui est évidemment toute la différence par rapport à la corruption d'agents publics français en France. Et pour le dire assez simplement, autant la corruption d'agents publics nationaux est prohibée depuis à peu près toujours, autant la corruption d'agents publics à l'étranger était jusqu'en l'an 2000, je n'ose pas dire autorisée, mais n'était pas interdit. Et donc le délit de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger a été intégré au Code pénal français en l'an 2000 comme une conséquence obligatoire d'ailleurs d'une convention très importante que vous avez évidemment dans votre spectre d'analyse, qui est la convention dite OCDE de 1997, qui a permis à tous les pays de l'OCDE, plus 5 ou 6 autres,
de s'engager à lutter contre la corruption publique d'agents à l'étranger. Enfin, quand vous vous interdisez la corruption à vous-même dans un autre pays, c'est que l'autre pays s'interdit aussi la corruption dans votre pays. Il y a une forme de réciprocité qui peut nous intéresser, y compris par rapport à la question que vous vous posez. Donc, je le dis dès le départ, parce que la loi Sapin II a eu principalement, mais je reviendrai aussi sur le problème de l'extraterritorialité, à laquelle vous êtes certainement très attentif, principalement comme objectif de compléter notre arsenal juridique par un certain nombre d'outils nouveaux, je pourrais vous les décrire si vous le souhaitez, pour nous permettre de lutter contre la corruption par nos entreprises ou d'autres d'agents publics à l'étranger, principalement pour conquérir des marchés, de quelque nature que soient ces marchés. Je reviens sur, parce que vous avez eu la gentillesse de parler de Sapin 1, Sapin 2. Sapin 1, c'est comme dans les films qui ont plusieurs épisodes, le premier n'a pas de numéro, et on atteint un numéro à partir du deuxième. Donc la loi Sapin avait comme objectif principal, dans un contexte que vous avez bien en tête, mais que je peux rappeler de quelques mots, de lutter le plus efficacement contre la corruption en France, d'agents publics français ou de collectivités locales ou tout autre, dans un contexte qui est celui de la fin des années 90, ou dire à partir de 85, 86, qui est celui de la corruption avérée en tant que telle, interdite à l'époque, pour le financement des partis et des campagnes. Il y avait quelque chose de, évidemment, totalement illégal, mais qui n'était pas totalement complètement immoral, au sens où ce n'était pas de l'enrichissement personnel. Ce n'était pas une volonté d'acquérir un marché, bon, du point de vue en tous les cas, de ceux qui autorisaient le mécanisme. C'était parce que le dispositif français se refusait à regarder les choses en face et à voir que la vie publique, la vie politique, les campagnes électorales, la vie des partis avait un coût. Et donc plus ce coût augmentait, plus a été accepté un dispositif que tout le monde a pratiqué, absolument tout le monde. Toutes les affaires de l'époque touchent absolument tous les partis qui pouvaient avoir une capacité locale, en tous les cas, de décision des collectivités territoriales pour permettre le financement des partis et des campagnes. Je ne vous rappelle pas tous les noms, mais vous les avez en tête. Et donc, la loi Sapin, venant juste après une première loi, d'ailleurs, la loi Pasqua, qui avait commencé à régulariser un peu les choses, puis des lois dites Rocard, est venue en quelque sorte terminer le processus avec, en principe particulier, l'interdiction du financement des partis par les entreprises. Et donc, en retirant cet aspect-là, en tous les cas, de l'intérêt, si je puis dire, pour les entreprises, puisqu'elles se mettaient dans des situations très difficiles. Ce qui ne veut pas dire que depuis, il n'y a pas de question autour du financement des partis ou des campagnes. Je ne fais allusion, évidemment, à aucune situation pouvant éventuellement concerner tel ou tel ancien ayant eu les plus hautes responsabilités de l'État. Mais c'est plutôt des questions de non-respect des règles sur le financement que des questions de corruption. Pour une chose. Donc si vous dépassez, je prends cet exemple-là, si vous dépassez le plafond qui vous est imposé pour une campagne, vous êtes en situation illégale et vous pouvez être évidemment poursuivi et puni pour tel, mais on n'est pas dans un cas où il y a une sorte de donnant-donnant avec quelque chose qui aurait été obtenu en échange. Donc pour faire simple, la loi Sapin a principalement voulu mettre le projecteur sur tous les endroits qui pouvaient être un peu obscurs dans le cadre des procédures de marché public ou de délégation de services publics, qui est né d'ailleurs à cette époque, avec des procédures que tous les responsables locaux connaissent, qu'on trouve d'ailleurs quand on exerce. J'ai été 19 ans maire, j'ai été 2 fois président de région, on trouve toujours que c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop lent, etc., mais qui ont pour objectif que, par exemple, l'opposition soit dans les commissions d'attribution, qu'il y ait une possibilité pour l'administration, le contrôle de légalité, de vérifier que toutes les procédures ont été bien respectées, et donc que ça devienne beaucoup, beaucoup plus difficile, en quelque sorte, d'accorder un marché, parce que, par ailleurs, il y aurait eu une compensation. Bon, est-ce que, pour autant, la corruption a totalement disparu en France ? La réponse est évidemment non. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est qu'on voit des gens qui sont poursuivis pour corruption. La difficulté juridique, je le dis tout de suite ici par rapport à la question de la Sapin 2, c'est que la preuve de la corruption est quelque chose de très compliqué à apporter,
dès lors que dans le pacte de corruption, il y en a toujours deux côtés. C'est pas comme un voleur. Un voleur, vous volez quelqu'un, il y a une victime de l'autre côté. Dans un pacte de corruption, il y a une victime, enfin elle est plus diffuse. Il y a deux personnes qui lui disent non, pas du tout. C'est parce que c'est comme ça. Et donc c'est très difficile. Je ne veux pas éclairer votre jugement sur ce point-là en prenant un exemple trop particulier, mais il y a un ancien parlementaire d'ailleurs, responsable d'une collectivité territoriale au nord de Paris, qui a été poursuivi récemment par le PNF, qui a été condamné extrêmement durement. Il a été poursuivi par le PNF pour fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale et corruption. Et il n'a pas été condamné pour corruption, parce que le pacte de corruption n'a pas pu être démontré. C'est très difficile. Il y en a un qui dit, ben oui, que voulez-vous, c'est mon ami, je lui ai donné, au hasard, hein, ça n'a rien à voir, un riad à Marrakech. Et de l'autre côté, que voulez-vous, c'était un excellent investisseur et il a pu avoir, dans des conditions parfaitement légales, un droit de construire dans ma commune. Mais ben oui, c'est comme ça. Mais le donnant-donnant est extrêmement difficile à prouver. C'est pour ça qu'en France, la plupart du temps, y compris dans la grande période, si je puis dire, des affaires de financement, ce n'est pas la corruption qui permettait de poursuivre, de condamner, c'était soit le trafic d'influence, soit, le plus souvent d'ailleurs, l'abus de biens social et pardon, j'ai juste un trou. Le recel d'abus de biens social, et le recel d'abus de biens social, qui était donc du côté du parti, si je puis dire, ou du candidat, étant beaucoup plus durement, à ce moment-là, poursuivi et condamné que l'était l'abus de biens social. Toutes les grandes histoires que vous pouvez avoir, je ne sais pas où, à Grenoble, à Paris, par où, sont toutes des histoires de recel et de... Parce que c'était plus facile à prouver. Donc voilà, juste pour le panorama lui-même, aujourd'hui, je crois qu'on a un dispositif, en tous les cas, qui fonctionne. Il y a des poursuites, il y a des condamnations, il y a certainement encore de la corruption, et c'est quelque chose sur lequel il faut toujours être extrêmement attentif, et je le dis aussi pour les collectivités territoriales, qui avaient fait un effort considérable pendant des années et des années, mais après, il ne faut pas croire que tout ça se renouvelle automatiquement. Il y a vraiment un effort, une nécessité de rappeler ces troupes toujours à l'ordre sur le sujet et être extrêmement attentif à cela. Alors, l'autre partie, c'est la Sapin 2, si je puis dire. Comment pourrais-je vous la résumer pour être le plus clair possible? Vous avez fait allusion, c'est l'avantage d'avoir une carrière politique qui a été relativement longue, en commençant à 28 ans et terminant à 65 ans. Donc, à la loi Sapin 1, et vous connaissez un peu les choses, c'est une loi qui a été élaborée extrêmement rapidement, qui a été discutée extrêmement rapidement, puisqu'elle a été déposée en septembre, en octobre 1992, qu'elle a été adoptée avant la fin de l'année 92 et qu'elle a été publiée au début de l'année 93 extrêmement rapidement, dans des conditions de débat d'ailleurs très, très intéressants, où évidemment on n'était pas du tout dans un système de majorité d'opposition, mais chacun participait à la construction de quelque chose qui paraissait utile à l'intérêt général. Et je réunis mes troupes à la fin, comme on le fait souvent, parce qu'il a travaillé très longtemps, très vite, on a travaillé la nuit, hein, pour les remercier. Donc on fait un pot, et je demande à mes troupes qui étaient donc à Bercy, je leur dis merci beaucoup pour tout ce travail-là. Et puis je dis, mais bon, je crois qu'on a fait un bon travail par rapport à la France, pour lutter contre la corruption en France. Et je leur dis, et à l'étranger? Et ils me répondent, on est donc en 92, monsieur le ministre, à l'étranger, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je dis, c'est étrange, parce que moi, j'avais un papa qui était directeur commercial dans une boîte qui vendait de la grosse chaudonnerie dans un certain nombre de pays, vous pouvez imaginer. J'avais entendu des choses, et il me dit, non, il n'y a aucun problème, il y a un bureau à Bercy pour ça. Oui, il y avait un bureau à Bercy, mais comme il y en avait un dans toutes les administrations du monde, où ce bureau s'appelait le bureau des bakchiches, quand on est à l'intérieur, ou le confessionnal, quand on était un chef d'entreprise, et où l'on venait, tout ceci est parfaitement transparent, ce n'est pas une révélation, c'est une chose qui était parfaitement connue, et où le chef d'entreprise, ou son directeur commercial, venait expliquer les enjeux, disait voilà, c'est le marché, c'est ça, c'est un gros chiffre d'affaires, c'est tant d'emplois en France, c'est aussi, et ça pourra vous toucher, important en termes d'influence de la France, parce que c'est dans tel pays ou dans tel autre pays. Et le bureau en question disait, bon, ok, ça va, c'est un peu cher peut-être, mais enfin bon, allez, on ne demandait pas les noms ni quoi que ce soit, on mettait le cachet.
Et ceci était présenté à l'administration fiscale et évidemment déductible comme une dépense tout à fait normale. Voilà ce qui a fonctionné jusqu'en l'an 2000, jusqu'à l'application de la Convention de 97. Donc je vois quelques étonnements, mais il faut juste avoir ça en tête. Et c'était partout pareil, sauf dans un pays qui avait réagi plus tôt, parce qu'il avait subi un scandale absolument considérable, qui sont les États-Unis, qui dès 1977 avaient adopté un texte bien connu, CPA, de lutte contre la corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. La convention de l'OCDE arrive en 1997. On a beaucoup participé, mais enfin, il y avait une pression compréhensible d'ailleurs de la part des entreprises américaines qui disaient c'est bien gentil, nous on se fait taper dessus si jamais il y a de la corruption, mais enfin les Français, les Anglais, les Allemands, etc., ils peuvent y aller tranquillement avec la bénédiction de leur gouvernement. Et à un moment donné, ça suffit, quoi. Et donc on est rentré dans quelque chose, par le biais commercial, si je puis dire, dans une action morale, enfin, d'éviter, parce qu'en plus, ce sont évidemment les pays les plus fragiles du point de vue démocratique, du point de vue de la société, du point de vue parfois sûrement sécuritaire, qui sont frappés par ce genre de corruption. C'est ce que la loi Sapin donc, a voulu, non pas créer le dispositif, il avait été créé le principe même, sauf que, et je vais aussi rendre attentif parce que vous aurez sûrement envie de m'interroger, je m'arrêterai après là pour vous laisser la possibilité de le faire, sur la question de l'extraterritorialité américaine. Est-ce que les Américains n'ont pas utilisé leur dispositif pour mettre en difficulté telle ou telle entreprise? Évidemment, on parle immédiatement d'Alstom, parce qu'il y a un livre par ailleurs très émouvant sur un certain nombre d'aspects qui a été écrit sur le sujet par le principal, je puis dire, personnalité qui s'est trouvée dans le chaudron américain à l'époque. Et donc, moi, ce que j'ai constaté, parce que l'OCDE, non seulement c'était le lieu où l'on signait l'accord sur la lutte contre la corruption, et donc chacun s'engageait à prendre les moyens de lutter contre la corruption d'agents publics étrangers, mais l'OCDE, à juste titre, avait créé un organisme de contrôle, qui est un contrôle fait par les pairs, donc les autres pays, le pays concerné, et qui fait des rapports de manière assez périodique. Et en particulier, la France avait subi un rapport, enfin subi un examen, et subi aussi un rapport, paru fin 2011, tout début 2012, avec une piqûre de rappel, parce qu'en ces cas-là, on vous donne un certain temps pour voir ce que vous faites des préconisations qui sont faites par l'OCDE, qui est intervenu en 2014. Donc 2014, c'est l'année où je suis nommé par le président de la République au ministère des Finances. Et ce rapport de l'OCDE, que vous pourrez, bien sûr, qui est parfaitement public, est très intéressant, mais était catastrophique pour la France. Pourquoi catastrophique? Non pas parce qu'on disait qu'on était plus corrompu que d'autres ou plus corrupteur que d'autres, mais simplement l'OCDE constatait, il faut l'avoir en tête, qu'en 2014, c'était encore vrai au 1er janvier 2017, au moment de l'application de la loi Sapin 2, pas une entreprise française n'avait été condamnée définitivement en France pour des faits de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. Pas une. Et au même moment, si je vous dis qu'il y en avait une douzaine, et pas des moindres, étaient poursuivis, et le terme de condamnation n'est pas le bon, mais subissaient un certain nombre de sanctions aux États-Unis pour des faits de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. Donc il faut faire toujours très attention sur le sujet. Je ne suis pas du tout naïf. Quand vous êtes une très grande entreprise américaine de l'aviation, l'aéronautique, et que votre grand concurrent a quelques difficultés dans ce domaine-là, et si vous pouvez avoir des informations sur quels sont les marchés, quels sont les agents, quels sont les prix, quelles sont les méthodes, ça vous est fort utile et fort précieux. Et donc dans ces cas-là, évidemment, ça peut être vrai aussi sur Alstom ou sur d'autres, vous essayez, vos services d'intelligence économique, ici, enfin ailleurs, comme peut-être ici, essayez d'avoir le plus possible d'informations. Et évidemment, quand vous balancez toutes les informations à la justice d'un autre pays, il est possible que ces informations servent à informer d'autres que simplement les juges ou les procureurs ou les services qui sont chargés de ces poursuites et de proposer éventuellement ensuite des sanctions. Mais si ceci est une réalité, je dirais, humaine, donc il ne faut pas être naïf, le meilleur moyen de se défendre contre cela, c'est aussi de faire nous-mêmes le boulot. Et si je voulais résumer, avant de peut-être vous passer la parole, vous laisser poser les questions, puisque c'est moi qui ensuite réponds à vos questions, je résumerai ça aussi par une petite anecdote. Au moment où j'élabore cette loi Sapin 2, je cherche des outils qui nous permettent justement de sortir de cette situation où la France ne condamnait pas. Elle ne condamnait pas pour la raison que je viens de dire,
le pacte de corruption est très difficile à prouver en France. Alors je ne vous dis pas à l'étranger, quand il s'agit d'aller chercher des preuves à l'étranger. Quand par définition, celui qui est corrompu à l'étranger, étant encore aujourd'hui au pouvoir ou dans l'orbite du pouvoir, va certainement pas collaborer pour apporter des éléments. Donc, prouver dans le système français, où nous ne sommes pas devant un jury, nous ne sommes pas au niveau du crime, nous sommes devant un tribunal, il y a le culte de la preuve. La preuve est sacrée, est absolument indispensable pour pouvoir condamner. Vous n'y arrivez pas. Donc, on a inventé un dispositif qu'on appelle la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public, dont souvent on dit que c'est la copie du système américain. Ce n'est pas exact, c'est la même logique, mais en respectant tous nos principes, et en particulier le fait que c'est un juge du siège qui décide et non pas un procureur de la République ou autre qui décide. Donc, pour essayer de monter cela, je vais en Grande-Bretagne qui venait d'adopter l'autre grand texte, si je puis dire, enfin le troisième grand texte de lutte contre la corruption qui sert de référence aujourd'hui. Et puis je vais bien sûr aux États-Unis. Et donc je rencontre l'adjoint du DOJ spécialisé sur ces questions. Mais je parle de la méthode, de comment ça se passe, comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes américains. Et puis j'avais ma petite liste, et je lui dis, bon, mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi méchant avec les entreprises françaises? J'avais Total, Alstom, Technip, enfin bon, vous en avez toute une série comme ça. Et il argumente en disant pas du tout, il y en a aussi d'autres. Enfin, on est quand même très nombreux sur la liste. Et à la fin, un peu, pas excédé, mais enfin, pour mettre fin à la discussion, il me dit « You don't do the job, so I do it ». Et au début, on le prend avec le sourire, mais je vous assure, quand vous êtes ministre de la République, que vous allez là-bas pour voir, pour essayer de vous informer, et que vous sortez de là en disant « Bon, je ne fais pas le boulot, donc quelqu'un d'autre le fait à ma place », vous sentez, voilà, on a la petite, quelque chose qui nous touche. La souveraineté française était évidemment, en l'occurrence, mise à mal. Mais pas mise à mal seulement par une volonté de venir nous chercher, mais surtout et avant tout, mise à mal par l'incapacité dans laquelle nous étions nous-mêmes à faire ce travail. Et revoyant le même personnage quelques années après, à l'occasion d'un colloque sur ces histoires de lutte contre la corruption, même qui était un Texan, une grande carrure. Bon, j'avais fait du rugby, donc j'ai encore quelques traces sur l'épaisseur de mes épaules, mais il me tape dans le dos et me dit « So, now, Michel, you do the job ». Et on était exactement à quelques semaines d'un texte très important, enfin d'une décision très importante qui concernait Airbus. S'il y a bien une entreprise pour laquelle la question de l'ingérence ou de l'intérêt peut jouer, c'est bien Airbus. Et Airbus, la CJIP avait été faite sous autorité française, sous lead, comme disent les Américains, du PNF, mais en lien avec les autorités américaines et en lien avec les autorités anglaises. Anglaise parce qu'il y avait un morceau de l'avion qui était construit aussi en Grande-Bretagne, américaine parce qu'il y avait des composantes au sein de l'avion qui étaient couverts par ITAR, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin, le dispositif qui oblige à avoir des autorisations pour un certain nombre de pièces qui sont importantes pour la défense nationale. Et donc il y avait des réels intérêts américains qui étaient en cause, mais tout ça s'est fait sous lead français, en coopération avec les Américains, et pas forcément anodin, sur les 3 milliards et quelques d'amendes, ou plus 4 milliards, enfin, parce qu'il y a plusieurs amendes, 4 milliards, plus de la moitié étaient dans le trésor français, alors qu'avant, ça aurait été entièrement dans le trésor américain. Donc voilà. Alors après, vous allez me demander, est-ce qu'aujourd'hui, c'est efficace? Le mieux, c'est de regarder le rapport de l'OCDE, là aussi, il vous est accessible, qui a été fait 10 ans après, donc 2011 plus 10, 2021, 2022, donc qui est relativement récent, et qui est assez explicite sur le fait qu'au fond, du point de vue de l'OCDE, les choses avaient changé. Vous avez une dizaine de CJIP sur des questions de corruption en France, qui concernent de très grosses entreprises, et pas une entreprise française, j'insiste sur ce point, il n'y a pas une entreprise française pour des questions de corruption qui soit poursuivie aujourd'hui aux États-Unis. Lorsque les Américains ont une information, nous dit le PNF français, ils les appellent en disant « Est-ce que vous avez ça dans votre viseur ou pas ?» Oui, on l'a, très bien, bon, on va vous donner quelques éléments de plus. Ah ben non, on ne l'avait pas, donc on va regarder, puis on répond « Non, il n'y a rien à voir. » Donc les choses se passent bien.
je ne veux pas du tout être idéaliste, mais parce que les lois n'ont pas changé. La compétence territoriale, extraterritoriale des Américains reste la même. La différence, c'est que nous nous sommes créés, on en parle peu, mais dans la loi Sapin 2, une des mesures les plus fortes, c'est d'avoir créé une extraterritorialité française, y compris éventuellement contre des sociétés américaines ou des sociétés chinoises. Je prends purement au hasard, je ne sais pas quelle telle société chinoise qui serait implantée en France avec une filiale en France et qui vendrait du produit télécom, par exemple, tout à fait au hasard, eh bien, si cette même entreprise était considérée comme ayant corrompu à l'étranger un agent public étranger, peut-être en concurrence avec une entreprise française, malheureusement, on n'en a pas beaucoup dans le domaine là, mais enfin, disons avec une entreprise, nous aurions la compétence de poursuivre l'entreprise chinoise. Ça serait pareil pour l'entreprise américaine, puisqu'il y a une filiale en France et qu'il y a de la vente de produits en France. Donc on s'est créé une extraterritorialité qui n'est pas aussi massive que l'extraterritorialité américaine, pour une raison assez simple. Je termine, pardon, je suis assez loquace sur ces sujets-là, parce que les Américains ont deux clés absolument extraordinaires à leur extraterritorialité. Alors ils l'utilisent maintenant plus finement qu'autrefois. La première, c'est que toute correspondance qui passe par les États-Unis fait que la compétence américaine intervient sur quoi. Vous connaissez forcément, je ne sais pas quoi, moi, Wanadu, pas de problème, hein, ou Orange, pas de problème. Si vous êtes Gmail, peut-être que vous êtes Gmail, les uns les autres, l'un ou l'autre, ben Gmail, c'est aux États-Unis, compétence américaine. Et si, ce qui a longtemps été le cas, vous êtes Airbus, que vous vendez en dollars des produits à Air France, eh bien c'est du dollar, donc à un moment donné, ça passe ne serait-ce qu'une nanoseconde sur le territoire américain, et donc il y a une compétence américaine parce que c'est en dollars. Alors on n'en est pas là. On pourrait peut-être, le jour venu, je pense que c'est un des progrès, je ne sais pas si vous aurez envie de faire des propositions dans ce domaine-là, mais la montée au niveau européen d'un dispositif, si ce n'est équivalent, mais enfin de même nature que le dispositif Sapin 2 ou le dispositif britannique, même si les Britanniques aujourd'hui ne sont plus dans l'Union européenne, me paraîtrait être un élément absolument indispensable. Plusieurs propositions ont été faites dans ce domaine-là. Le Club des juristes, je ne sais pas si vous avez vu, fait des propositions dans ce domaine. Je sais que la Commission a commencé à travailler à une directive, puisque ça ne peut passer que par une directive européenne sur le sujet, mais il y a quelques contradictions, une certaine difficulté à obtenir un consensus de l'ensemble des pays concernés, en particulier quelques pays un peu à l'est de notre territoire qui, sur ces questions de corruption, ne sont pas complètement à l'aise. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pardon, ce n'est pas tellement en lien, si je puis dire, avec le sujet très précis qui est le vôtre, l'ingérence étrangère, sauf que de la corruption d'agents étrangers à l'étranger, je le répète, ça peut être nous qui corrompons, enfin nos entreprises qui corrompent, mais ça peut être d'autres qui viennent corrompre chez nous. Mais là, de toute façon, il n'y avait pas besoin de loi Sapin. Corrompre un agent public en France ne permet pas de poursuivre celui qui a corrompu, puisqu'il est étranger, mais permet de poursuivre celui qui est corrompu en France. C'était le cas auparavant. Maintenant, on peut arriver à toucher les deux bouts, si je puis dire, de la chaîne. Voilà, très rapidement, ce que je peux vous dire sur le sujet. Par définition, tout est perfectible, donc il y a sûrement des propositions à faire pour améliorer. Je pourrais vous en donner sur des points de détail. Un très bon travail avait été fait par une mission au sein de l'Assemblée, donc qui était de grande qualité. Je n'étais pas d'accord avec toutes les propositions qui ensuite ont donné lieu à une proposition de loi de votre collègue Gauvin, qui, je crois, aujourd'hui n'est plus avec vous. Donc il y a des tas de propositions assez précises pour améliorer le dispositif. Ma principale préoccupation, ce serait que les services du PNF ou les services de police judiciaire affectés à cela aient les moyens pour faire le travail, mais ça, on revient à un problème plus général des moyens dont peuvent disposer la police judiciaire et la justice pour repérer et ensuite poursuivre le mieux possible les délits, et tout particulièrement des délits de cette nature-là. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cet exposé très intéressant et très clair. Ma première question pour effectivement recentrer sur nos travaux, les dispositifs que vous avez pris, nous avons, enfin, pour être totalement transparent, une des raisons qui nous ont conduit à votre audition, c'est le choix du Parquet national financier d'orienter son exposé lors de son audition sur justement les ingérences possibles du fait de l'application de dispositifs extraterritoriaux étrangers, principalement les Américains, mais je crois aussi qu'on a évoqué à ce moment-là la Chine qui commence à le faire. La Chine qui commence aussi
Oui. Bah, justement, écoutez, vous allez pouvoir y répondre parce que justement, est-ce que, c'était ma première question, vous avez parlé du cas américain, est-ce que lorsque vous étiez ministre, avant et après le travail et le vote de cette loi, est-ce qu'en dehors du cas américain qui commence à être assez bien renseigné à tout point de vue, est-ce que vous aviez connaissance d'autres menaces de puissance importantes ou de moindre influence, mais qui peuvent sur certains domaines avoir des intérêts économiques très importants à défendre, y compris au sein de l'espace européen ou de l'utilisation d'un droit extraterritorial autre qu'américain? Nous étions tellement préoccupés par la force du bras américain, si je puis dire, que je n'avais pas vraiment travaillé pour savoir s'il y avait d'autres cas. Mon sentiment est que non. En tous les cas, peut-être existait-il, oui, il existait des législations de même nature, mais peu. Elles ont commencé à fleurir ensuite, y compris parce qu'il y avait ces trois grands textes maintenant qui servent de référence, l'américain, l'anglais et le français. C'est aussi, il faut bien voir, c'est toujours très ambigu cette question de l'extraterritorialité. Quand nous le faisons dans la loi Sapin 2, c'est pour nous donner la capacité de lutter contre des corruptions qui peuvent être d'ailleurs défavorables à nos entreprises, quand on est en concurrence à l'étranger sur ce sujet-là. Quand les autorités chinoises mettent en place depuis peu de temps un mécanisme de même nature, ils le font à un moment où on voit la concurrence internationale, et parfois même au-delà de cela, se modifier. Là où, pendant toute une période que j'ai connue, la Chine se mettait dans les mécanismes internationaux, dans la mondialisation et dans la régulation mondiale, ne serait-ce que par le biais des mécanismes dans le domaine du commerce. On voit maintenant une volonté de se défendre. Et donc, vous avez des extraterritorialités qui sont une manière de se défendre ou exactement de dire, mais si je peux vous attaquer. Voilà. Donc, on est dans des dispositifs où, avec même beaucoup de bonne volonté, à un moment donné, ça peut devenir un outil d'interférence, d'ingérence, ou en tout cas de puissance. Et ça fait partie des outils de puissance. Là où on avait tort, c'est de ne pas avoir cet outil et de ne pas avoir les moyens de lutter contre nous-mêmes, contre la corruption, ce qui fait que ça donnait un excellent prétexte, si je puis dire, à d'autres autorités de le faire. Donc non, moi je n'ai pas le souvenir en particulier, puisque vous citez la Chine, et je sais qu'effectivement il y a maintenant une législation qui est intervenue, je n'ai pas de souvenir d'autres de cas où des entreprises françaises auraient été poursuivis, suivant des méthodes qui peuvent diverger d'un pays à l'autre, pour des faits de corruption à l'étranger. Sur la corruption dans le pays concerné, la réponse est oui, mais ça c'est normal, hein. De même que nous avions la capacité de le faire. Mais la corruption d'agents étrangers à l'étranger, hors de l'espace chinois, hors de l'espace américain, hors de l'espace français, ça, je n'ai pas le souvenir d'entreprises qui auraient été poursuivies dans ce cadre-là. Autant j'ai la liste quasiment des 10 françaises poursuivies aux États-Unis, autant je ne serais pas capable de donner un nom. En tout cas, à la période où je ne sais pas si le PNF avait quelque chose, un nom, ou si c'était juste une menace qu'il percevait. Mais je lirai vos comptes rendus et je le saurai. Je vous remercie. Je voudrais revenir sur le bureau des Backlish que vous avez mentionné, ou dit confessionnal, si j'ai bien compris, c'était le même bureau. Est-ce que, j'avoue que j'ai été un peu interpellé par l'existence, que j'ignorais pour ma part, de ce bureau. Est-ce que vous pouvez, donc si j'ai bien compris qu'il opérait jusqu'en l'an 2000. En 2000, en tous les cas, à partir de 97, il était impossible. D'accord, je finis ma question. Est-ce que vous pouvez expliciter le fonctionnement de son bureau? J'ai pas très bien compris. C'est une vraie question, hein, c'est pas une question rhétorique. Si c'était quelque chose de formel, quelque chose d'informel, quelque chose de toléré, une espèce de méthode, on va dire, j'allais dire empirique. Enfin, c'est un peu aimable, mais bon, une façon empirique de gérer une certaine réalité dans certains pays. Ou voilà, est-ce que c'était réglementairement encadré, et surtout, est-ce que c'est sous l'autorité du ministre ou de ce cabinet? Mais surtout, l'autre question que je me pose, est-ce que, avec votre expérience, moi de l'extérieur et avec le peu d'informations que j'ai là-dessus pour le moment, ça me paraît aussi une zone de vulnérabilité, excusez-moi, mes problèmes de diction parfois me rattrapent, puisqu'on peut estimer que ces agents publics avaient quand même un nombre d'informations considérable, des informations
susceptibles de mettre en cause des entreprises importantes pour la France, des dirigeants politiques, économiques importants pour la France, ou le roi de loin, enfin en tout cas des connaissances aussi sur des marchés importants, voire stratégiques. Voilà, il est vrai que voilà, la mention de ce bureau attire de ma part plusieurs interrogations assez graves. C'est bien normal de votre part. Donc je rappelle, je l'ai dit au début, que le délit de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger a été introduit dans le Code pénal français en 2000. Donc, corrompre, on n'appelait pas ça comme ça, mettre de l'huile dans le circuit pour faciliter la transaction des agents publics à l'étranger n'était pas un délit en France. Ça pouvait être un délit dans le pays concerné, mais ça ne l'était pas en France. Ça ne l'était pas non plus dans la plupart des pays signataires de la Convention. D'ailleurs, une des premières obligations, si vous lisez la Convention, ça doit être quasiment le premier article, les États s'engagent à créer dans leur dispositif juridique et dans le respect de chacune des mains un délit, ou on ne dit pas délit, je crois que c'est en anglais, on doit appeler ça incrimination. Alors quand on dit incrimination en français, on pense que c'est un crime, donc on n'est pas au niveau des crimes, on est au niveau des délits, s'engage à créer ce délit de corruption d'agents publics étrangers en étranger. Donc la France s'est engagée en 1997. Elle a dû ratifier la convention de l'OCDE en 1999 et la modification du code pénal est intervenue en 2000. Donc jusque-là, vous n'êtes pas du tout dans un dispositif qui consisterait pour l'administration à être complice d'un délit. C'est au contraire une administration qui cherchait à... parce qu'en plus tout ça se cumulait avec des effets de la question de la COFAS, avec des tas de dispositifs qui sont des dispositifs publics, avec un risque pour les finances publiques, au cas où l'assurance COFAS fonctionne. Et c'était ce qu'on appelait à l'époque la direction commerciale à l'étranger, qui était une direction de Bercy, qui était chargée de l'accompagnement extérieur, du commerce extérieur, qui avait un bureau, mais qui était parfaitement identifié. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de caché, qui est identifié, qui était là pour faire en sorte que le dispositif commercial d'accompagnement soit un dispositif qui soit proportionné, on va dire comme ça. Et la seule raison pour laquelle les entreprises y allaient, ce n'était pas pour légaliser quelque chose d'illégal, puisque ce n'était pas interdit. C'était pour pouvoir, sans difficulté dans la discussion avec les services des impôts, avoir une facture, qui soit une facture considérée par l'administration française comme parfaitement régulière. Voilà, c'est ça. Alors, votre question était, mais dans ce bureau, on peut avoir des informations très importantes sur les entreprises françaises. Oui, mais comme dans bien d'autres bureaux à Bercy, sur des questions de cette nature. Dès lors qu'on est, je ne sais pas, imaginez qu'à Bercy et puis au ministère de la Défense, on a dû avoir des informations très importantes sur la vente des sous-marins, en l'occurrence non nucléaires, à l'Australie. Et on a dû avoir aussi quelques frayeurs. Et à un moment donné, même au-delà des frayeurs, quand on s'est aperçu que tout d'un coup, un autre pays, à la place de... Bon, donc, vous voyez, on a des informations qui peuvent être des informations totalement, alors, dans le domaine que je décrivais, qui sont classifiés, qui sont pas des secrets défense, etc., mais qui, pour tous les bureaux de Bercy, ou d'ailleurs, par spécialité, si je puis dire, qui travaillent sur le sujet, sont couverts par la confidentialité. Donc, oui, on a des informations, mais là, heureusement, notre administration a parfois des informations extrêmement précieuses ou extrêmement dangereuses ou extrêmement sensibles. Ça fait aussi partie des responsabilités de ces fonctionnaires que de respecter, évidemment, les confidentialités. Après, ils sont peut-être plus vulnérables que d'autres, hein, c'est sûr. Mais enfin bon, plus vous êtes détenteur de secrets, plus vous êtes vulnérable par rapport à la volonté d'influence de tel ou tel pays. On fait pareil. Hein. On fait pareil. Je dis cela comme cela parce que ce n'est pas forcément inintéressant pour vous. La corruption privée, elle est interdite. La corruption publique, elle est interdite. La corruption publique d'agents publics à l'étranger, elle est interdite. Mais la corruption d'État, que font les services secrets de tous les États? Voilà. Il y a souvent de l'argent derrière. Moi, j'ai contrôlé l'utilisation
je crois qu'il y a toujours aujourd'hui quelque chose qui existe comme ça au sein de l'Assemblée, de contrôle d'utilisation des fonds secrets, spéciaux. Eh bien, les 3/4 des fonds spéciaux, c'est la DGSE. Qu'est-ce qu'elle fait de ces fonds spéciaux, la DGSE? Bon. Alors, on ne dira pas elle corrompt, parce qu'elle a le droit de le faire. Elle le fait dans l'intérêt de l'État. Donc, vous avez un dispositif là qui est particulier. Hein. C'est quand c'est dans l'intérêt national, vous n'êtes pas dans un mécanisme de corruption qui serait punissable. Vous êtes dans un système où on essaye d'avoir des informations les mieux placées possibles. Donc, évidemment, nos agents sont aussi susceptibles. Enfin, ça s'appelle de l'espionnage, et ça veut dire... Bon, voilà. Et c'est encore plus durement sanctionné que la corruption au sens simple du terme, puisque c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. Et donc on est dans le niveau le plus élevé des peines qui sont prévues par le code pénal. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, j'aurais un petit complément avant de laisser la parole à Madame la rapporteure, c'est que sans vouloir tirer l'interprétation, mais le fait quand même que ce bureau s'appelle bureau confessionnal et Bakchiche, qui est comme pas une... c'était pas la dénomination sur le... Excusez-moi, à chaque fois... oui, enfin, en tout cas, vous les ayez désignés comme tels, donc ça devait... Je ne sais pas quelles sont l'origine de ces termes, mais c'est vrai que ça interpelle. Le fait que le délit n'était pas caractérisé jusqu'à la Convention OCDE puis le passage dans la loi est une chose, mais on peut estimer, sans faire de moralisme, que le fait de corrompre pour des marchés économiques des agents, enfin des personnes privées ou publiques à l'étranger, engageant des marchés sur, je sais pas moi, l'assainissement de l'eau, les transports publics, la doctrine, le monde académique, les sciences politiques ont démontré les méfaits de la corruption sur les démocraties ou n'importe quelle société humaine étrangère. Donc le fait quand même que jusqu'à des périodes avancées, les services de l'État, alors vous utiliserez le bon mot parce que je ne vais pas faire de provocation, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit, organiser ou tolérer ou faciliter ce genre de pratique à l'étranger, m'interpelle quand même. Le fait que ça s'appelle, enfin, qui espèce de petit surnom confessionnel, pour moi, quand même, signifie qu'il y avait quand même une forme de culpabilité, peut-être pas de culpabilité morale, en tout cas, à défaut d'une culpabilité légale, à l'exercer. Et surtout, est-ce que, pas de plus, il s'agit de comprendre un phénomène. Est-ce que vous-même, quand vous êtes ministre sur la première période, est-ce que vous avez connaissance de ces phénomènes? Est-ce que vous interrogez pas comme ministre sur le fait que l'existence de ce bureau, considérant que le FCPA date de 1977 et qu'on est quand même dans les années 90, dans une période où la corruption n'est plus admise dans les sociétés démocratiques, et je pense que si nos concitoyens, on leur avait demandé leur avis sur le fait que ce soit pas un délit, je suis pas sûr qu'ils l'auraient validé, enfin on n'en sait rien, mais bon, on peut estimer quand même que c'est pas très moral. En tout cas, moi j'en ai jamais entendu parler avant, donc on n'avait pas l'air d'en être quand même très fiers. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas estimé, pour revenir à ma question, comme ministre, avant que vous reveniez à Bercy, que c'était quand même, je le répète, une forme de fragilité de notre pays, et que ça exposait notre pays, pour le coup, à des ingérences étrangères, parce que vous l'avez dit vous-même, un pacte de corruption, il faut être deux. Donc quand vous faites un pacte de corruption, celui qui est corrompu, inversement, a aussi une capacité d'influence sur vous, surtout si la personne corrompue est dans une dictature ou un régime autoritaire où sa population n'aura pas forcément conscience ou connaissance de cet acte de corruption, alors que dans une démocratie, le fait de faire savoir que l'État, enfin en tout cas un bureau, a pu faciliter ou donner quitus à une forme de corruption ou de bakchiche, peut fragiliser les agents dans la démocratie, puisque on peut estimer que le corps social français ne le tolérera pas. Donc là, je reviens sur une forme de déséquilibre que vous avez vous-même évoqué, c'est que le fait pour des agents d'une démocratie ou des représentants de l'État d'une démocratie d'être impliqués dans une forme de corruption n'a pas forcément les mêmes conséquences pour la démocratie, pour notre pays, que ça l'a dans le pays qui a été corrompu. Non, mais moi, je ne peux que partager ce que vous dites sur le côté choquant, comme ça pouvait être choquant à l'époque, comme ça peut l'être encore aujourd'hui quand il y a des cas de corruption. D'autant plus, je le disais moi-même, sont souvent les sociétés les plus fragiles qui, dans ces cas-là, sont
corrompus, étaient corrompus, peuvent l'être encore aujourd'hui, à l'initiative de telle ou telle puissance économique ou entreprise, pour parfois avec l'aval, d'une manière ou d'une autre, de l'État ou des États concernés. C'est d'ailleurs, je pense que vous l'avez compris, la raison pour laquelle je posais cette question quand je raconte cette anecdote, en disant mais on n'a pas fini notre boulot, quoi. Et là aussi, il y a quelque chose. On trouve scandaleux la corruption de nos propres fonctionnaires. On est moins, enfin en tout cas, on était moins sensible à l'époque à la question de corruption à l'extérieur. Alors après, je ne sais pas si l'opinion de l'époque. Vous avez des emplois d'un côté, vous avez de l'activité économique, vous avez, bon, voilà. J'entends encore beaucoup aujourd'hui me dire, et ça me hérisse, pardon, je n'ose pas dire les cheveux sur la tête, mais quand j'entends dire, mais c'est culturel, c'est comme ça chez eux, que voulez-vous? Et puis de toute façon, il y en a d'autres qui le font, alors si on ne le fait pas, moi j'entends encore aujourd'hui des entreprises qui me disent, ouais, c'est bien gentil votre loi là, hein, on peut plus, bon très bien, on est d'accord, c'est pas bien la corruption, hein, c'est pas moral, hein. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, dans les pays africains où on était présent par ce biais-là? Qui est présent maintenant? Pas nous, d'autres. Et est-ce que ces autres ont changé les habitudes? Voilà, pas sûr qu'ils aient changé les habitudes. Donc j'entends encore aujourd'hui des gens qui me disent oui, oui, c'est immoral, mais, voilà, le mais. Et d'ailleurs, c'est la facilité qui était la mienne. Je vous parlais il y a 20 ans de différence, mais enfin, c'est quelque chose qui m'a animé dans toute ma vie politique, cette volonté, entre guillemets, de moralisation, à la fois de la vie politique, mais d'une manière générale de la vie économique. Tout le monde est contre la corruption. Je n'ai jamais eu d'adversaire sur ce sujet. Je n'ai jamais vu quelqu'un se lever dans l'hémicycle en disant « Monsieur le ministre, je suis en désaccord avec vous, je suis pour la corruption ». Jamais. Ce que j'ai toujours entendu, c'est le « mais ». Je suis contre la corruption, mais nos entreprises, mais les autres, mais. Voilà. Donc, je suis pour moi intraitable, hein, sur ces sujets-là. Et j'étais je vous écrivais en arrivant en 2014 ce rapport de l'OCDE qui était vraiment scandaleux pour nous, hein, scandaleux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai réagi et j'ai essayé de trouver les outils les meilleurs, alors qu'on avait déjà considéré que le délit lui-même existait. On est 2000, on est en 2000, on est 10 ans après. 10 ans après cette interdiction dans le code pénal, nous n'avions pas les outils nous permettant d'exercer, si je puis dire, la poursuite de ces interdictions. Donc je partage complètement. Et encore aujourd'hui, il m'arrive justement, on dit, ah, c'est culturel chez eux. Donc culturel, il n'y a pas une culture, il n'y a pas une religion qui dise que la corruption est une bonne chose. C'est pas vrai. C'est quelque chose qui est une facilité de langage de nos propres sociétés ou de nos propres entreprises pour en quelque sorte excuser des corruptions qui sont en tout état de cause inexcusables. Mais si je décrivais cela, c'était pour bien montrer ce qui paraît comme une étrangeté aujourd'hui. C'est corrompre les siens, c'est scandaleux, corrompre les autres, bon, voilà. Et c'est devenu scandaleux que très tardivement, très tardivement. Corrompre les siens, vous n'avez qu'à relire du Démosthène ou du Cicéron, et vous apercevrez que c'était tout aussi scandaleux. Mais aller corrompre le prince d'à côté pour ça, c'était pas du tout scandaleux quand il s'agissait de servir les intérêts de l'État. Voilà. C'est un peu c'est longtemps ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose de très nouveau, hein, cette question-là. C'est très nouveau, et c'est même tellement nouveau que c'est pas forcément encore dans toutes les têtes. On voit des CEGIP qui sont très intéressantes. Hein. Les CEGIP, donc c'est les conventions judiciaires. La méthode française, contrairement aux Américains, tout est secret. On connaît simplement le montant de l'amende. En France, si jamais ça vous intéresse, vous prenez la CEGIP Airbus. Elle fait, je ne sais plus combien, une quarantaine de pages. Et vous avez la description de toutes les méthodes possibles et imaginables. C'est vraiment le guide de toutes les méthodes possibles et imaginables de corruption telles que Airbus avait pu le faire au cours des années précédentes. Donc, depuis la corruption classique, la petite mallette, ça se fait de moins en moins. Bien sûr, tous les mouvements de fonds possibles et imaginables dans des circuits qui sont des circuits les plus obscurs possibles, jusqu'à tout autre type de cadeau, voyage. Et je m'arrête là sur les types de cadeaux qui peuvent être éventuellement accordés. Ces CEGIP permettent de comprendre ce qui se passait. Alors, tout d'un coup, prenez Airbus, c'est très intéressant, parce qu'Airbus, ce n'est pas des services de police américains, anglais ou autres qui ont été repérés des faits. C'est Airbus qui, ayant fait le ménage, c'est pour toute sa direction, et en particulier la direction qui s'occupait de ces aspects commerciaux, si je puis dire, est venu voir les autorités en disant, écoutez, voilà,
Maintenant, on va mettre en place des dispositifs, donc, mais on veut essayer de régler ça. Et on vient discuter avec vous de la méthode pour le régler. Et puis en plus, c'était une manière intelligente de se mettre à l'abri du seul bras armé américain qui, pour la raison que je vous ai décrite, aurait pu s'y intéresser. Est-ce que je peux me permettre de compléter un tout petit peu cela? Parce que dans le dispositif américain et dans le dispositif maintenant français, il y a ce qu'ils appellent, malheureusement dit trop souvent en France, le monitoring. Alors, monitoring, c'est vous dites, ce qui n'est pas idiot, hein, à une entreprise, bon, OK, vous avez dénoncé, vous êtes auto-dénoncé, tout cela, très bien. Maintenant, prouvez-nous que vous mettez en place tous les dispositifs qui permettent à l'avenir d'éviter que ça recommence. Jusqu'à ce qu'on mette en place le dispositif de loi Sapin 2, lorsqu'une entreprise était poursuivie et punie, si je puis dire, aux États-Unis, il y avait un dispositif de monitoring. Le monitoring, c'était soit un Américain, un avocat, un cabinet, un machin, soit même parfois un cabinet français, qui ne rendait compte qu'à l'autorité américaine. Et rendant compte, elle était en capacité aussi de passer un certain nombre d'informations, même si vous faites un peu votre boulot parce que vous voulez respecter la loi de blocage, en fait, etc. Si les Américains vous en demandent un peu plus, ben bon, voilà. Donc vous balanciez toute une série d'informations qui pouvaient mettre en danger des secrets de fabrication, des secrets commerciaux, etc. Le dispositif qui a été mis en place aujourd'hui et qui est parfaitement respecté par les Américains, c'est que le monitoring est décidé dans la CGIP et est confié à l'autre invention, si je puis dire, de la loi Sapin 2, qui est l'Agence française anticorruption, qui a à la fois un rôle de prévention, donc qui vérifie que les entreprises, indépendamment de tout fait de corruption, ont bien mis en place des dispositifs de prévention de la corruption. Je passe sur toute la technique, l'article 17 de la loi Sapin et les 8 obligations de la loi Sapin, l'article 17. Mais donc c'est des choses simples, hein, mais la formation, la cartographie des risques, l'évaluation des tiers. Si vous avez un agent dans tel ou tel pays, vous avez plutôt intérêt à le passer au scanner pour savoir exactement quels sont ses antécédents, etc. Et bon, tout ça, mais pas seulement donc de la prévention. C'est l'AFA qui est chargée par une décision du PNF, enfin du parquet, ou éventuellement, enfin toujours du parquet, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une instruction, de surveiller le monitoring. Et c'est aujourd'hui ces autorités, PNF d'un côté pendant l'enquête, et AFA dans la mise en œuvre de la peine, enfin c'est pas une peine, mais la sanction de monitoring, qui va trier l'ensemble des informations et rapporter aux Américains en disant, voilà, non pas je vous donne l'information, mais j'ai fait le boulot, oui, ça va, ou non, ça ne va pas sur tel ou tel point. Ils ont encore des efforts à faire. Donc c'était une forme, je dis ça parce que pour vous, c'est important en termes d'ingérence, en termes économiques, c'est une forme de protection par rapport à une loi qui était pas mal dans son principe, hein, la fameuse loi de blocage. Vous avez certainement interrogé les uns et les autres sur cette loi de blocage qui avait un mal fou à fonctionner. Parce que quand vous êtes une banque française, que vous avez une licence aux États-Unis qui vous permet d'accéder comme vous voulez à toute la quantité de dollars que vous voulez, et qu'on vous dit, si vous ne me donnez pas toutes les informations que je vous demande, eh ben, vous n'aurez plus votre licence aux États-Unis. Vous avez beau avoir la loi de blocage, qui en plus, la peine était relativement faible, eh bien, vous obéissez à l'autorité américaine. On l'a vu d'ailleurs dans un cas qui peut aussi vous intéresser, parce que c'est une forme d'ingérence, où unilatéralement, un pays, en l'occurrence principalement les États-Unis, décide, on l'a vu, d'imposer des sanctions. Alors, on l'a vu, le cas le plus visible, c'est dans le cas de l'Iran et de l'accord dit nucléaire, où donc les pays lèvent les sanctions. Et puis unilatéralement, Trump en l'occurrence, décide de rétablir les sanctions. L'entreprise qui continue à travailler avec l'Iran est parfaitement en situation régulière par rapport à la loi française, parfaitement par rapport à la loi internationale, mais en contradiction avec les décisions américaines. Bon, je vous prends juste un exemple. Hein. Vous êtes Total. Vous regardez le chiffre d'affaires que vous faites dans le golfe du Mexique au large du Mississippi. Vous regardez le chiffre d'affaires que potentiellement vous pouvez faire en Iran, eh bien, vous fermez vos activités en Iran, alors qu'il n'y a aucune infraction d'aucune nature. Ça, on va dire que c'est la gérance par la puissance, hein, mais ça a été extrêmement efficace. Et d'ailleurs, même après la levée des sanctions, alors j'étais ministre à l'époque, pas une banque française, des grandes, ayant une activité aux États-Unis, n'a voulu financer la reprise du commerce avec l'Iran, parce qu'ils craignaient que, ils n'avaient pas tort,
les États-Unis puissent changer d'avis et qu'à ce moment-là, ils se fassent cogner. Donc là, c'est une forme de très, très subtile, mais d'ingérence par la puissance et par la comparaison, simplement, entre le poids économique des uns et le poids économique des autres. Et là, la seule méthode que nous ayons eue pour nous défendre, c'est d'éviter le monitoring, qui soit un monitoring entre les mains des autorités américaines, évidemment. Imaginez le monitoring sur Airbus. Voilà. On ferait pareil. Si nous, on avait un monitoring sur Boeing, je pense qu'on essaierait d'avoir des informations. Merci, Monsieur le ministre. Madame la rapporteure, je vous laisse la parole. Votre micro, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci beaucoup de la présentation très intéressante que vous avez faite et des premières réponses que vous nous avez apportées. Je voulais juste dire un mot, comme vous avez vous-même abordé le sujet des fonds spéciaux, entre guillemets, à la disposition de nos services, que je suis vice-présidente de la délégation parlementaire au renseignement. Au sein de la dite délégation parlementaire au renseignement figure toujours une commission de vérification des fonds spéciaux dont je suis l'un des membres. Cette commission de vérification des fonds spéciaux est présidée par notre collègue sénateur Yannick Vaugrenard et elle effectue un travail de vérification très sérieux des fonds spéciaux, qui sont une catégorie non négligeable, certes, de fonds spéciaux, d'ailleurs identifiés comme tels et votés par le Parlement, mis à la disposition des services. Alors bien évidemment, une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que le rapport annuel que fait la commission de vérification des fonds spéciaux est mis à disposition de quelques autorités de la République, mais n'est bien sûr pas rendu public, mais je peux simplement dire qu'elle effectue, sous la férule de son président, notre collègue sénateur Vaugrenard, un travail très, très rigoureux et très méthodique, avec le souci de l'intérêt général. Mais il s'agit des fonds spéciaux, encore une fois, dûment identifiés comme tels. Par définition, s'il y a d'autres types de fonds, ce qu'on appelle les fonds secrets, là, évidemment, par définition, personne n'a à en connaître. Voilà. Et ça, c'est voilà, une autre dimension. Voilà. Et ça sort un tout petit peu de notre travail de la commission d'enquête sur les menaces d'ingérence étrangère. Alors, vous avez fait allusion au rapport de l'OCDE de décembre 21 qui fait effectivement le bilan des lois Sapin. Alors, il se trouve que je pense que c'est demain que nous auditionnons un certain nombre de responsables de l'OCDE. Et d'ailleurs, nous avons vu effectivement que leur première appréciation, en tout cas telle qu'ils l'ont écrite, est une appréciation favorable. Et le rapport salue l'application de la loi, notamment Sapin 2, et les progrès réels que cela a permis. Mais enfin, nous en saurons plus demain. Vous avez également fait allusion au rapport d'information de nos collègues Raphaël Gauvin et Olivier Marlex de la précédente mandature, et qui, je crois, émettait un regret bien particulier concernant l'action de l'AFA, de l'Agence française anti-corruption, et un regret sur son action, somme toute, limitée dans le secteur public, dans le domaine des administrations publiques. Et d'ailleurs, dans son audition, le directeur de l'AFA, que nous avons eu à auditionner, que nous avions convoqué, a lui-même aussi admis que il y avait des limites. Voilà, donc ça c'est ma première question. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait matière, des raisons à motiver une expansion, éventuellement une extension du champ de compétences des actions de l'AFA dans le domaine des administrations publiques? Je passe des administrations publiques, ça c'est ma première question, au secteur public et aux personnes exerçant une responsabilité de nature publique, donc les agents publics, qu'ils soient dans la fonction publique d'État ou dans la fonction publique territoriale, et les élus, encore une fois, qu'ils soient nationaux ou locaux ou territoriaux. Est-ce que vous, avec l'expérience qui est la vôtre, est-ce que vous estimez que justement nos administrations publiques, nos administrations territoriales, locales, les élus sont suffisamment, protégés, ou que les dispositifs de détection d'éventuelles menaces, de tentatives d'instaurer
voilà, des approches pour corruption ou trafic d'influence sont suffisamment robustes. Voilà, ça c'était ma deuxième question. Et ma dernière question concerne le répertoire numérique des représentants d'intérêt. Voilà, tout à fait intéressant. Et le code de conduite pour les représentants d'intérêt qui ont à connaître de nos activités. Voilà. Est-ce que je sais qu'il y a une réflexion en cours, mais elle n'est pas tout à fait, enfin, si j'ai compris, tout à fait formalisée. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce que c'est de la nature législative, par exemple, en identifiant la représentation d'intérêts étrangers, le lobbying d'entreprises étrangères ou d'officines étrangères ou en lien avec telle ou telle puissance étrangère, peut-il, à votre avis, être plus spécifiquement caractérisé et rendu transparent? Merci Madame pour ces questions. Alors, je ne les prendrai pas tout à fait dans l'ordre. Je commencerai par la seconde pour passer ensuite à la première et puis à la troisième. Est-ce que le dispositif aujourd'hui concernant les collectivités territoriales ou d'une manière générale les agents publics est suffisamment, on va dire, robuste, complet dans son principe en tous les cas? Mon sentiment est que oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément d'amélioration à faire. Ce que je constate, c'est que depuis la première loi, et ça a encore été le cas, mais au moment de la crise Covid, avec une explication particulière, c'est que depuis, on a plutôt légèrement allégé les contraintes, en particulier les plafonds à partir desquels on doit mettre en place des procédures de marché public particulièrement lourdes, mais qui permettent justement d'éviter ce genre de choses. Pour la crise Covid, on peut le comprendre tout à fait. Il fallait prendre des décisions rapides, donc, et ça n'a été que pour un temps court. Mais d'une manière générale, on a tendance à remonter à la demande des entreprises, souvent à la demande des collectivités territoriales qui disent « vous nous demandez des choses très compliquées sur des chiffres qui ne sont pas très élevés ». Donc, c'est pas facile de faire tout le temps l'arbitrage entre une règle suffisamment stricte pour éviter le plus possible les dérapages et puis malgré tout une facilité dans l'administration quotidienne des collectivités ou de l'État. Mais j'ai plutôt vu monter ces seuils, parfois un peu au-delà de ce que j'aurais souhaité, et même dans la législation précédente, ce fut le cas, soit par modification législative, soit lorsque c'est le décret qui lui-même fixe ses limites. Donc je pense que si j'avais quelque chose à dire, attention à cela. Dans cet arbitrage complexe, un peu, c'est les injonctions contradictoires, attention à ne pas... C'est une espèce d'argument de bon sens, mais pas céder simplement à des arguments soi-disant de bon sens, arrêter d'embêter le monde, alors qu'il n'y a pas de risque ou il y a peu de risques. Et par définition, les risques existent, y compris parfois pour des petites sommes. Je ne dis pas qu'il faut faire ça pour 10 000 euros ou 20 000 euros. Donc, vous connaissez le dispositif qui est très allégé en dessous d'une certaine somme. Alors, globalement, donc, j'ai le sentiment qu'on a quelque chose qui est robuste. Après... Et là, on va peut-être revenir ensuite à la question de l'AFA. Après, la lutte contre la corruption, la volonté de lutter contre la corruption, c'est comme le vélo. Si vous arrêtez de pédaler, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver couché sur le côté. Et puis tout d'un coup, vous découvrez que comme vous n'avez pas suffisamment rappelé les règles, suffisamment formé vos personnels, suffisamment mis en garde les personnels, ils ont accepté un déjeuner un peu copieux à un moment où on est en pleine discussion dans une procédure de passation de marché, des choses de cette nature. Et on voit quelques cas de corruption, parfois dans les services techniques ou autres, si on est au niveau des collectivités territoriales. Donc, si j'avais vraiment quelque chose à dire, c'est vrai, au niveau local comme au niveau de l'État, et peut-être au niveau le plus élevé de l'État, cette question de la lutte contre la corruption, pour des raisons que vous avez abordées, les uns, Monsieur le Président, vous l'avez dit, le caractère insupportable pour une démocratie, insupportable du point de vue moral, mais aussi insupportable du point de vue du bon fonctionnement économique, puisque par définition, ce n'est pas l'entreprise qui a le meilleur prix pour la meilleure qualité qui obtient... Donc, pour toutes ces raisons, cette volonté de lutte contre la corruption, dont je ne doute pas qu'elle soit partagée, évidemment, il faut qu'elle soit continuellement rappelée. Alors, je glisse sur la question des pouvoirs de l'AFA. C'est dans toute connaissance de cause, dans la loi Sapin II, que nous avions fait la différence, non pas entre la compétence, l'AFA a autant compétence pour vérifier les dispositifs dans les collectivités territoriales,
sauf que les obligations ne sont pas de même nature, et en particulier l'article 17 et ses 8 obligations ne s'appliquent pas obligatoirement aux collectivités territoriales. Enfin, les entreprises n'ont pas non plus les obligations de passation de marché public avec tout ce qu'on connaît pour les collectivités territoriales ou pour l'État. Mais la grande différence, c'est qu'il n'a pas de moyens de coercition, si je puis dire, et de sanctions. Et donc, on aimerait un peu essayer d'unifier tout cela pour avoir une meilleure capacité. Alors, en sens inverse, certains, y compris dans le rapport et dans la proposition de loi Gauvin, ont dit, mais au fond, il faudrait enlever à l'AFA la partie contrôle des collectivités territoriales et des administrations. Moi, je n'étais pas favorable, mais il y avait des arguments dans ce sens-là. Le principal argument est le suivant. Les entreprises françaises, jusqu'à la disposition de la loi Sapin, n'avaient aucune obligation de prévention. L'État et les collectivités territoriales ont des obligations de prévention, en particulier de transparence des marchés publics. C'est de la prévention au sens strict du terme. Et il y a des autorités qui vérifient cela. Déjà, il n'y en avait aucune pour les entreprises, il y en avait pour les collectivités territoriales. Et on m'a cité le cas, je crois, d'une grande ville du sud-est de la France, pas la plus au sud-est, mais qui avait fait l'objet, de remarques de la part du contrôle de légalité, c'est son travail, d'une enquête de la Chambre régionale des comptes, c'est aussi son travail, et 3, et au même moment, d'une inspection par l'AFA, c'était aussi son travail. Et qui disait, attendez, 3 fois de suite sur le même sujet, ça fait quand même beaucoup. Bon, donc, certains disaient, voilà, pour l'administration, il y a déjà des outils de vérification, et il y a évidemment des peines. La Chambre régionale, s'il y a quelque chose, l'article 40, s'il faut faire un article 40, il peut même y avoir des cas où on saisit au niveau de la Cour des comptes les autorités qui peuvent éventuellement condamner, y compris, en tous les cas, les agents de la comptabilité publique, avec des peines, en quelque sorte, des amendes. Bon, donc on avait un dispositif, il n'y en avait pas du tout du côté des entreprises. Et donc l'idée avait été d'essayer de remettre, pas par les mêmes mécanismes, à peu près à niveau les entreprises. Et les entreprises, objectivement, se sont mises à niveau. Elles se sont mises à niveau. Elles ont fait un travail extraordinaire en l'espace de quand même très peu de temps. Et si l'AFA a il n'y avait que deux fois elle a saisi la commission des sanctions, c'est principalement parce que le caractère pédagogique, parfois avec l'épée dans le dos, de mécanismes d'inspection de l'AFA a porté ses fruits. Les entreprises, ayant la trouille, ont vraiment fait des efforts. Et au même moment, pour la raison que je vous ai dit, je trouvais que du côté de la puissance publique et l'administration, ça baissait en intensité, non pas, je dirais qu'il y a plus de corruption, ça baissait en intensité sur la pression pour bien mettre en œuvre les dispositifs existants. Donc voilà, c'est ce que a remarqué assez justement la mission que présidait, enfin, qui était une mission des deux, Gauvin et Marleix, si ma mémoire est bonne. À juste titre, mais c'est plus une ambiance, si je puis dire, un problème d'outils. Mais parfois, c'est très important. La parole politique, la volonté politique, quand elle s'exprime, c'est aussi très important, y compris par rapport à nos concitoyens. La troisième question. Oui, le répertoire. Le répertoire. Alors, j'ai toujours un sourire sur le répertoire parce que vous pourriez croire que ce qui a été le plus difficile à faire adopter, etc., à mettre en œuvre, c'était peut-être la CJ, parce que c'est un nouveau dispositif. Si vous regardez les débats parlementaires qui étaient passionnants, c'est une initiative parlementaire qui a introduit la CJ. C'est un amendement parlementaire qui a introduit la CJ. Je ne vous dirai pas que j'étais totalement étranger à la conception du dispositif, mais j'avais été battu dans un arbitrage parce que la chancellerie considérait que ce n'était pas un dispositif à la française et que non, ce n'était pas une bonne chose. Voilà, bon. Après, ayant, vous l'avez souligné, une certaine ancienneté au sein de ce Parlement, je sais aussi ce que c'est qu'un amendement, ça n'existe certainement plus, un amendement parlementaire d'origine gouvernementale, donc ça n'existe évidemment pas. Mais bon, en l'occurrence, ça n'existait pas, mais il était très très bien décrit cet amendement. Mais non, je dis ça, on peut penser que c'était là le plus difficile. On peut penser que c'était dans le rôle de la fin, on peut penser que c'était... Eh bien non, là où ça a été le plus compliqué, c'est sur le registre des représentants d'intérêt. Et pas tellement... parce que les représentants d'intérêt, il y en a, les lobbyistes auraient dit « Attendez, ne compliquez pas trop notre vie ».
mais parce que lorsque vous décrivez le registre des représentants d'intérêt, vous nommez, et je vais répondre bien sûr à votre question sur les représentants d'intérêt étrangers, vous nommez des personnes ou des entreprises qui en leur sein ont un relations publiques, ou qui sont des entreprises de lobbying au sens strict du terme, et qui pas en soi infamant, vous les nommez, mais on vous oblige aussi, c'est peut-être le sens de votre question, peut-être pas suffisamment, mais en tous les cas on vous oblige aussi à dire sur quel sujet, et au fond à laisser comprendre qui vous aviez en face de vous. Et c'est le qui vous avez en face de vous qui a été le plus réticent à ce qu'il y ait trop de transparence de ce domaine-là. Avec de bonnes raisons. Voilà, si vous commencez à citer quel est le fonctionnaire, le directeur de cabinet, le membre de cabinet, le directeur général qui est de l'autre côté, vous créez une difficulté. Bon. C'est là où j'ai le plus des difficultés. Et cette partie-là de la loi crée le registre et renvoie, comme c'est assez souvent le cas, à un décret les modalités d'application, mais prévoit, comme c'est aussi souvent le cas, que cette partie de la loi rentre en application à la parution du décret. Le décret est du 4 mai 2017. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé le 9 mai, non ? Oui. Le dernier jour de parution possible sous mon autorité, l'autorité du précédent gouvernement, alors que le président de la République nouveau avait déjà été élu, mais que la passation de pouvoir n'avait pas encore eu lieu, qui est sorti ce décret. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire en sorte qu'il sorte effectivement. Sinon, la loi ne s'appliquait pas. Je remets ce panorama-là, parce que souvent, ce décret fait l'objet de critiques que je peux partager sur le fait qu'il ne demande pas suffisamment de précision, qu'il n'est pas suffisamment périodique, puisque c'est tous les ans, on demande... Bon. La haute autorité d'hier, comme celle d'aujourd'hui, demande à ce que ce décret soit complété. Vous avez une mission d'information qui est actuellement en cours au sein du Parlement, exactement sur ce sujet-là, avec Legendre et ma collègue, mon ancienne collègue socialiste, enfin bon, j'ai oublié, mais qui travaille, j'ai été auditionné par eux, pour voir, ce qui était assez amusant pour une mission, mais c'est bien, parlementaire, non pas comment on peut compléter la loi, mais comment on peut compléter le décret. Donc, quelles propositions il pourrait être faites sur ce point. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Alors après, votre question est assez particulière, et je la comprends, hein, surtout dans le cadre de votre mission. Mais comment est-ce que pourrait faire un lobby étranger pour agir auprès d'autorités françaises sans passer, si je puis dire, par le territoire français et donc par le fait que, je prends par exemple ici, vous ne pouvez rentrer que si vous êtes sur le registre des représentants d'intérêt, et si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas venir. Donc l'autorité étrangère ou l'entreprise étrangère peut passer par des organismes implantés en France, ça c'est certain. Mais elle peut avoir des mécanismes d'influence, mais qui n'ont plus rien à voir avec le registre ni quoi que ce soit. Vous êtes en dehors de la loi, enfin, vous êtes dans des dispositifs complètement... Donc je ne sais pas comment on pourrait faire pour... enfin, en tous les cas, pour le dire autrement, me semble-t-il, je ne voudrais pas... Aujourd'hui, une entreprise étrangère, ça arrive, hein, moi je parlais d'une entreprise chinoise. Là. Bon, cette entreprise chinoise, peut-être que certains d'entre vous ont été contactés par cette entreprise chinoise qui a des problèmes parce qu'elle considère que ce qu'elle veut commercialiser, on lui interdit de le faire dans certaines zones alors que son produit est le meilleur. Peut-être même que des opérateurs téléphoniques qui travaillent avec eux sont venus vous voir en vous disant « Mais pourquoi on nous embête tout le temps avec cette histoire de matériel sous prétexte qu'on ne serait pas complètement sécurisé quant aux informations qui pourraient... Bon, donc ils sont venus vous voir, j'en suis persuadé, ou d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a eu du lobbying, au sens strict du terme, de la part, bon, c'est pas la peine de jouer avec le jeu de Huawei, auprès des administrations, des parlementaires. Il y en a eu. Et pourquoi pas? Ils défendent leurs intérêts. Et ça s'est fait de manière parfaitement transparente, déclarée au registre. Donc, je vais dire autrement, faire déclarer dans un registre, obliger à déclarer dans un registre une influence totalement secrète et illégale, c'est très compliqué. Voilà. Enfin, c'est un peu contradictoire. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas de cette nature-là, mais pour répondre vraiment strictement à votre question, obliger le lobbyiste étranger à s'inscrire sur, il est obligé déjà aujourd'hui, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il a d'autres intentions, et qui elles-mêmes sont en soi condamnables et pourraient être poursuivies.
Je ne vois pas, vous voyez, une obligation spécifique pour les étrangers. Elle est déjà. Vous passez, la plupart du temps, il y a des cabinets de lobbying qui ont pignon sur rue, qui sont par ailleurs souvent qui font un très bon travail. Hein. Ils sont payés par ces entreprises pour faire valoir un certain nombre d'arguments. Et le représentant d'intérêt doit déclarer qu'il a agi pour telle entreprise et globalement, en tous les cas, peut-être trop globalement, pour quel budget. Là, il y a des améliorations sur lesquelles travaillent vos deux collègues dans des conditions qui me paraissent tout à fait légitimes. Oh, t'es la meilleure. Elle est présidente, enfin, présidente, pas être président, mais dans l'émission, il y en a un devant et l'autre derrière, si je puis dire. Et Gilles Legendre est derrière, ce qui est difficile pour Gilles, mais c'est... Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Eskenecox, votre micro, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Pardon. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces explications. Vous n'êtes plus dans l'action publique depuis un peu plus de 5 ans. Est-ce que, selon vous, de nouvelles menaces, j'imagine que vous vous intéressez toujours au sujet, est-ce que, selon vous, de nouvelles menaces sont apparues depuis que vous avez quitté en 2017 le gouvernement? Roger, spécifiquement sur des menaces en termes de corruption ou d'influence dans le domaine économique, je pense qu'il n'y en a pas de nouvelles, même si elles peuvent être parfois plus lourdes dans des conditions qui se sont tendues du point de vue géostratégique. C'est pas à vous, je vais l'apprendre dans cette commission. Et donc de quelque chose qui était assez coopératif dans les années 2000 jusque vers 2012, 13, 14, on est rentré dans un processus beaucoup moins coopératif, que ce soit, si on regarde la posture de la Russie, évidemment avec la question de la Crimée à partir à ce moment-là, ou que ce soit du côté de la Chine qui, après avoir une vision beaucoup plus ouverte sur l'extérieur, s'est plus refermée, considérant de son point de vue qu'elle était plus agressée, etc. Mais enfin, on connaît le schéma où chacun se sent agressé. Donc, c'est peut-être plus prégnant, mais c'est pas nouveau. Les dispositifs d'influence sont nouveaux ou qui ont pris de l'ampleur, sont d'une autre nature. C'est tout ce qui touche en particulier à la question des réseaux sociaux, à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Là, il y a quelque chose qui a pris une ampleur absolument considérable. Et ça, je le dis pas du tout en tant qu'ancien ministre ou ayant une information particulière, mais en tant que citoyen. Je le vois ou je le lis dans les journaux. Et ce qu'on peut voir, par exemple, dans certains pays avec des réseaux sociaux qui sont encore plus prégnants que chez nous. Je prends toute l'Afrique. C'est une utilisation massive par un certain nombre de puissances étrangères. Peut-être qu'on peut se reprocher à nous de ne pas le faire suffisamment, mais en tout cas une utilisation massive de ces mécanismes d'influence par les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ça, c'est là que je trouve la principale modification, l'amplification de la capacité d'influence étrangère. Mais on le voit bien sûr aussi dans notre pays, sur un certain nombre de sujets, ou dans tel ou tel... Mais ça, vous êtes sûrement beaucoup interrogé sur cela, vous en savez plus que moi, à l'occasion de telle ou telle campagne électorale, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit ailleurs. Comment ? Il faut que vous coupiez le vôtre. Ça y est. Je disais effectivement, on a eu à apprendre un certain nombre de choses, puisqu'il y avait pas mal d'auditions, dont certaines qui étaient à huis clos, sur ces sujets. Merci. Monsieur le Président, vous n'avez pas d'autres questions ? Monsieur Ménager, est-ce que vous avez une question ? Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, bon, tout d'abord je vous remercie à mon tour pour cet exposé. J'avais quelques questions. La première, aujourd'hui, pendant 3 ans après avoir occupé un certain nombre de fonctions, il a l'obligation de saisir la haute autorité pour déclarer la reprise d'une activité, notamment dans le privé. Je voulais comprendre pourquoi ces 3 ans, selon vous, est-ce que c'était un bon délai, sachant que certains attendent la fin de ces 3 ans pour reprendre des activités, notamment dans des entreprises étrangères. On a le cas de, par exemple, M. Fillon, qui a été dans 2 conseils d'administration russes, qui vient de le quitter, qui avait attendu la période de ces 3 ans. On voit aussi dans des entreprises publiques, notamment Moscovite, je crois, Monsieur Leroy, qui est un régional aussi, comme vous, de la région Centre-Val de Loire. Donc, est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a un certain nombre d'ingérences indirectement et que ces personnes qui, en plus, ont détenu des informations importantes et les détiennent encore, souvent, au bout de 3 ans, les informations qu'ils peuvent détenir ne sont pas périmées et peuvent être utiles à la fois pour ces différentes puissances étrangères et ces entreprises étrangères. Est-ce que ce délai de
3 ans est selon vous adéquat. Et vous avez été de 2014 à 2017 à Bercy. Est-ce que vous avez eu connaissance d'un certain nombre de financements politiques, à la fois politiques locales ou nationales, c'était hier, en 2017, d'origine étrangère ou de tentatives de corruption ou de financement occulte étranger d'un certain nombre de formations ou de politiques? Merci beaucoup. Je réponds d'abord à la deuxième question parce que malheureusement pour moi c'est la plus simple. Non, je n'ai pas eu connaissance, même si j'avais sous mon autorité un service qui a pu être utile pour éventuellement repérer tel ou tel mouvement, pas forcément illégal, mais en tout cas un mouvement qui est Tracfin. Mais Tracfin ne rend pas compte au ministre de chacun des soupçons qui peuvent lui être transférés. Heureusement d'ailleurs, et Tracfin est un service à l'image de la DGSE, de la GSI, qui a dans certains cas extrêmement particuliers, pouvait me rendre compte, m'informer, mais a une autonomie suffisante pour juger de ce qu'il doit faire de ces informations, et en particulier de savoir s'il doit les transférer à tel autre service qui en fera le meilleur usage possible, quand il s'agit par exemple de financement de terrorisme, ou s'il doit saisir la justice, ce qu'il peut faire, ou s'il doit saisir les services fiscaux, s'il a le sentiment qu'on est dans ce domaine-là. Donc, moi, non, je n'ai jamais, sur ce point, eu la moindre information. Le reste, c'est des choses que je peux lire, après, avec jugement que chacun peut avoir sur ces faits. Mais Tracfin a certainement, évidemment, eu à se préoccuper aussi de ce genre de choses. Sur la première question, alors, je peux vous dire que 3 ans, c'est un peu long pour certains, et peut-être que c'est pas suffisant pour d'autres. Voilà. Donc, si j'avais une réponse, je dirais pas c'est les 3 ans qui sont trop courts ou qui sont trop longs, mais c'est peut-être qu'on n'a pas un mécanisme de tri. Donc, la haute autorité vous fait un document, enfin quand vous êtes à l'intérieur des 3 ans, et qui vous dit assez spécifiquement, ça vous pouvez faire, mais ça vous pouvez pas faire parce que vous pouvez pas être en contact avec vos anciens collaborateurs. C'est parfaitement légitime comme vision, même si c'est parfois assez rigide, strict, mais bon, moi ça m'est. Et quand vous êtes un ancien ministre de l'économie et des finances, ça vous couvre quand même un champ assez large. Donc je n'ai repris d'activité, en l'occurrence d'avocat, qu'une fois que ce champ-là était à peu près terminé. Enfin, en tout cas, la durée était terminée. Non, là où, à mon avis, il y a une vraie question, c'est que, au-delà de ces 3 ans, il peut paraître nécessaire que pour des fonctionnaires de quelque niveau, enfin à partir d'un certain ou de responsables politiques, qui veulent travailler dans certains types d'entreprises, et en particulier des entreprises étrangères, il pourrait être nécessaire à tout moment, pas dans les 3 ans, mais à tout moment, qu'il y ait une autorisation de le faire. Ça me paraîtrait parfaitement légitime. Quand je sais pas, on va prendre quelqu'un d'autre, mais quand je vois M. Schröder qui travaille vraiment dans un truc Gazprom, quand on n'est pas sur un petit sujet, voilà, et je me dis, ben, ça pourrait être le cas aussi en France, au-delà des 3 ans. Et ça pourrait être le cas d'un ancien Premier ministre. Vu un ancien Premier ministre qui était quand même assez présent et qui a du mal d'ailleurs à quitter le territoire, en tout cas ses responsabilités, sur des sujets qui n'étaient pas mineurs. Donc c'est pas tant la durée qu'il faut être peut-être plus sélectif. Il y a certains types d'activités qui tout au long, écoutez, quand on prend des responsabilités politiques, ben on garde une empreinte, si je puis dire, de ces responsabilités politiques toute sa vie. Et on a une responsabilité toute sa vie sur ce point-là. Et donc, s'il y avait une proposition à faire, mais j'ai cru comprendre que dans la loi de programmation militaire, vous aviez une disposition de cette nature pour un certain nombre, enfin celle qui va venir. Oui, qui est conseillée. Il n'y a pas une disposition qui non, pas encore. Enfin, je ne sais pas pourquoi. J'avais lu quelque chose de cette nature, ou peut-être que c'était quelque chose qui n'a pas été intégré, mais qui est des autorisations de cette nature. Parce que si c'est à propos des histoires d'aviateurs qui avaient formé des aviateurs chinois, c'est pour ça que j'ai ça en tête. Bah oui, le militaire français qui va ensuite former des militaires d'un autre pays. La moindre des choses, me semble-t-il, c'est qu'il y a une autorisation de le faire. Voilà. Donc, il faudrait regarder spécifiquement, pas tant les activités que la nationalité, si je puis dire, des entreprises concernées. Monsieur Ménagé, vous avez une autre question ? Non, c'était pour rebondir. Donc, si je comprends bien, en fait, l'idée, ça serait peut-être d'envisager d'évoluer vers
le maintien d'un filet, mais que la granulométrie, la taille de la maille peut-être dans les 3 ans est aujourd'hui peut-être parfois trop rigide, alors qu'il faudrait peut-être garder sur du plus long terme, avec peut-être une manière de contrôler qui ait bien plus compte, de manière plus ciblée des activités. C'est ça, si je comprends bien. Tout à fait, mais vous parlez de filet. Moi, je suis pêcheur, donc c'est pas une histoire de grandeur de maille. C'est presque une histoire d'espèce de poisson, si je puis dire. Donc, voilà, il y a une catégorie de poissons qui vaut mieux, en tout état de cause, et quel que soit le moment, attraper dans son filet, quitte à l'autoriser, hein, le faire. Mais c'est clair, c'est su, on sait dans quel. Mais avant. Hein. Donc, c'est pas tant la taille de la maille que, je veux dire, la qualité du poisson. Merci, monsieur le ministre. Moi, j'avais une question avant de, sauf si madame la rapporteure a d'autres questions, clore notre audition. Sur les dons aux partis politiques ou aux campagnes faits par des Français ou des Françaises depuis l'étranger. Ou les dons faits par des Français sur le sol français, mais qui auraient pu avoir une origine autre que leur propre compte. Alors je sais qu'il y a des mesures assez strictes pour vérifier, on voit dans la déclaration de nos différentes campagnes électorales et de financement, on doit prouver l'origine des fonds, mais pour les dons qui auraient été faits depuis des pays étrangers de Français, y compris des pays potentiellement amis, je pense au Royaume-Uni, l'Allemagne, des pays qui ne sont pas forcément loin, qui ne procèdent pas forcément de soupçons. Mais est-ce que, en tant que ministre, et sans évidemment donner de cas d'espèce qui releverait du secret fiscal, évidemment, mais est-ce que c'est un phénomène qui vous avait interpellé? Est-ce que ça a posé question? Est-ce que vous avez eu, une fois de plus, ça pas dans les cas d'espèce, mais dans la globalité, hein, dans la nature de ces phénomènes, une alerte de vos services? Ou est-ce que les dons, bon, qui sont certes d'un montant modeste pour la France, mais on peut trouver des moyens de les multiplier comme les petits pains avec un peu d'ingéniosité. Est-ce que c'était un sujet d'alerte pour vous, notamment, vous l'avez dit, dans le cadre d'un changement de l'ordre géopolitique avec des tensions apparues avec le début de la guerre dans le Donbass en Ukraine, l'élection de la Crimée, puis, mais aussi de d'autres pays? Alors, pour répondre très directement à votre question, Monsieur le Président, je vois bien aussi quels peuvent être les arrière-plans. En tant que ministre des Finances sur ces sujets, je ne me suis pas particulièrement interrogé. Mais enfin, je suis aussi un homme politique et je m'intéresse à la question du financement des partis et des campagnes, ayant participé à la fois avec Lola Sapin, mais les fois précédentes, à la question de ce financement. Pas besoin de vous rappeler ici que donc depuis, en fait, c'est 95, un amendement qu'on a appelé Seguin, il y a une interdiction totale par une personne morale, seule des personnes physiques. Alors, personne morale, quelle que soit la nature de cette personne morale, comme vous le savez, c'est aussi bien associatif que entreprise, que même toute autre personne morale, étatique ou autre. Donc de toute façon. Plus, sauf erreur de ma part, et ça c'est une disposition qui doit dater des lois Rocard, l'interdiction explicite de financement par des autorités étrangères ou par des États étrangers. Je crois que c'est explicite. Donc la question qu'en fait que vous posez, c'est est-ce que, en respectant cette interdiction à la fois pas une autorité étrangère et pas une personne morale, est-ce que par l'intermédiaire de ce qui est autorisé, c'est-à-dire les personnes physiques, des financements de cette nature peuvent être possibles? La réponse est peut-être que oui. Alors, est-ce que c'est le problème du français à l'étranger? Ben non, le français à l'étranger, qui a le droit de vote, il est un citoyen français, il est soumis aux mêmes obligations, mais aussi aux mêmes possibilités. Vous disiez vous-même que la limitation, c'est les 3500, 7500, 4500. Voilà. Alors après, on a des subtilités qui consistent à doubler les deux, si je puis dire. En particulier, il y a des partis tout nouveaux qui ont pu avoir 7500 ou des micros, mais parfois des micro-partis au début qui sont devenus des partis plus importants. Après, madame, je fais allusion à personne. Donc, vous pouvez avoir le 7. On expliquait très simplement, vous pouvez mettre 7500 pour le parti qui, lui, a le droit de financer. C'est la seule personne morale qui a le droit de financer une campagne. Voilà, et plus les 4500, puisque ça a dû monter, effectivement, donc vous pouvez cumuler les deux, donc on vous trouve. Et après, il n'est pas interdit que le mari, parce qu'on dit toujours la femme, c'est pas vrai, donc le mari plus les enfants fassent chacun un don du même montant. Donc on peut avoir des dispositifs de cette nature qui malgré tout sont assez visibles, mais enfin qui sont légaux.
Après, si vous avez quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre une puissance étrangère qui abonde les comptes de Français à l'étranger pour leur permettre par ce biais-là de... Bon, c'est toujours possible, hein, c'est toujours possible. C'est pas facile à vérifier et à repérer, c'est toujours possible. Non, il me semble que la vraie question qui est posée, et le posée, qu'il s'agisse d'ailleurs d'États étrangers ou d'entreprises à l'étranger, comme par rapport à des entreprises françaises, c'est celle du prêt. C'est ça la vraie question, c'est le prêt. Or, on sait combien c'est compliqué, c'est difficile. Certains partis, parfois certains candidats, alors qu'ils n'ont pas les garanties nécessaires, etc., ont du mal à avoir le prêt qui permet de financer en quelque sorte la campagne dans l'attente du remboursement. Enfin, vous connaissez tout cela par cœur. Or, un prêt, c'est un prêt. Le prêt, il est autorisé. Il est même autorisé si c'est une entreprise ou une banque de nationalité étrangère. Il est autorisé. Simplement, ce qui doit être vérifié, c'est que c'est bien un prêt. Et donc, il est bien remboursé dans des conditions qui sont précisées dans le contrat et respectées. Sinon, vous passez du prêt au don. Et le don, bon, c'est ça le sujet le plus prégnant. Mais je ne suis pas complètement naïf, donc, Monsieur le Président, donc je vois bien, je vous dis, les arrière-plans qu'il peut avoir, mais ceci vaut que ce soit, pardon de parler comme ça, d'une banque russe, ou que ce soit une banque française, hein, ou une petite... Le problème est le même. Et même une personne, quelqu'un peut prêter à l'autre une certaine somme. Mais si vous ne remboursez pas cette somme, c'est un don qui est un don interdit, ou qui dépasse les plafonds. Et donc c'est comment vérifier que les prêts sont bien des prêts et qu'ils sont remboursés dans les conditions prévues, c'est ça le sujet fondamental pour éviter qu'il y ait une forme de détournement par le biais du mécanisme de prêt. Vous pouvez imaginer une très grande fortune française qui prête de l'argent. Elle a le droit, hein, prête. Bon. Ah oui, mais est-ce que c'est remboursé? Est-ce qu'il y a des taux d'intérêt normaux? Est-ce que, etc., enfin, des choses de cette nature. Et c'est, me semble-t-il, sur ces points-là qu'il peut y avoir éventuellement, y compris, je crois, aujourd'hui, des interrogations et éventuellement des enquêtes. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, est-ce que vous avez une question? Mais écoutez, Monsieur le Ministre, on arrive à 2 heures d'audition. Je vous remercie de votre temps, de ces exposés que j'ai trouvé moi particulièrement clairs et précis et à propre. Et puis il y a bien, avec le hasard fait bien les choses, puisqu'effectivement nous recevons demain l'OCDE qui, dans le cadre des nombreux, enfin vous l'avez cité à nombreuses fois, les conventions et l'appréciation des évolutions et des progrès qui ont été faits par d'autres pays. Monsieur le ministre, merci encore pour votre temps. Je remercie évidemment l'administration pour la préparation de cette audition, madame la rapporteure, monsieur les commissaires, enfin, monsieur le commissaire, et je vous souhaite une bonne soirée et la séance est levée.